Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks vous est proposé par Sky Wallet, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises dans la découverte de Bitcoin et des crypto-monnaies, notamment pour leur utilisation comme moyen de paiement. Aujourd'hui, je reçois Bastien Detech, qui est le président de l'INIBI. Et je vais faire entrer Bastien dans la salle pour qu'il puisse se présenter. Bonjour Bastien, Bonjour Elodie. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Merci pour ton invitation. Ravi d'être là et de venir discuter avec toi. Merci à toi pour ta disponibilité. J'avais vraiment très envie de faire cette interview pour aborder des questions qui sont cruciales autour de Bitcoin et tu as répondu à la positive et en tout cas, je t'en remercie beaucoup. La tradition dans cette émission, c'est de donner la parole à l'invité au tout début pour comprendre en fait qui il est, son parcours et justement comment il arrive à Bitcoin. Donc, raconte-nous Hmm. qui est Bastien Detech. Alors, donc Bastien Destock, je suis directeur général de l'Institut national de Bitcoin qu'on a cofondé avec Alexandre Stachenko, qui en est le président. On a cofondé ça là au tout début du mois de mars, mais c'est une initiative qui est un peu plus vieille que ça. Voilà. L'idée remonte à mi-2024 à peu près. Et donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que je suis arrivé à Bitcoin? Moi, c'est, voilà, comme beaucoup de gens, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises avant de vraiment m'y intéresser. La première fois, c'était en 2011, je lisais un article du Monde qui parlait de Wikileaks et comment Wikileaks avait utilisé Bitcoin pour contourner en fait la répression financière qui était à son encontre, menée par les États-Unis. Mais voilà, le sujet de Bitcoin ne m'avait pas plus intéressé que ça à l'époque, je n'avais pas plus creusé. Puis j'en ai réentendu parler ensuite en 2018. C'était des clients à l'endroit où je travaillais, qui étaient des analystes financiers, qui parlaient de Bitcoin et de sa chute, qui s'y attendaient, que c'était logique. Donc voilà, on était en 2018 à ce moment-là. J'ai réentendu parler à ce moment-là. Et puis après, en fait, c'est en 2020 que j'ai vraiment décidé de creuser le sujet parce qu'en mars 2020, voilà, on a tous, beaucoup de gens de mon entourage suivaient tous les jours les courbes de contamination du Covid. Et en fait, moi, j'ai commencé à vraiment à ce moment-là à suivre d'autres courbes, pas du tout celle-là, euh, à, à suivre en fait la hausse de la masse monétaire. Ce que j'ai entendu, donc c'était la semaine où Emmanuel Macron a parlé de quoi qu'il en coûte. Moi, j'habitais en Angleterre à l'époque et donc je me suis commencé à m'intéresser à la macroéconomie à ce moment-là. Et donc j'ai entendu donc Neil Kashkari, qui est toujours d'ailleurs le président de la Fed de Minneapolis, dans une interview je crois que c'était 60 minutes, enfin, une émission aux États-Unis. Donc c'était une interview d'une heure qui avait lieu le dimanche. Moi, je l'ai entendu en différé le lendemain, le lundi, je crois que c'était le 24 mars, enfin peu importe. Et où il disait, voilà, on a une réserve infinie de cash à la Banque centrale, à la Fed, donc vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Et en fait, cette phrase a été vraiment un déclic. Moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais déjà, une première réaction, ça a été de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on paye des impôts, en fait, s'il suffit s'il suffit d'aller se servir à la Banque centrale. Et voilà, il y a quelque chose que j'ai vraiment eu envie de creuser à ce moment-là. Je crois que je t'ai mis dans les visuels une petite photo de Neil Kashkari, donc, qui est Ouais, je l'ai un, capté. Bon, je vais qui est une. l'ajouter. Alors ça c'est plusieurs mois après. Enfin ça c'est en 2024. Il y en a une autre, c'est la première. Ouais, c'est celle-là. Non, Celle-ci? non, non, juste avant. Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui est devenue en fait, qui est une image qui est vraiment beaucoup reprise. On la voit beaucoup tourner, même encore sur Twitter, où j'en avais fait un post LinkedIn aussi. Parce qu'en fait, je crois qu'on comprend en fait en lisant ça qu'il y a quelque chose, d'étrange. Et donc c'est ce qui m'a fait aller creuser le sujet
en fait, de la monnaie. Et j'en suis arrivé à Bitcoin. Donc, je suis arrivé à Bitcoin, moi, par le problème, en fait. Parce que je me suis dit à l'époque, bah attends, moi, j'ai travaillé pendant des années, là, dur, pour essayer de mettre un petit peu de côté, tu vois, un tout petit peu d'épargne. Mm. L'idée de fonder une famille, tu vois, peut-être acheter un appartement, et tu vois les prix des appartes qui montent plus vite que tu arrives à monter ton épargne, et tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Et tout d'un coup, tu entends que quelqu'un va augmenter encore plus, en fait, va augmenter la masse monétaire. Tu dis, mais attends, mais en fait, mon épargne, elle est. Parce qu'en Europe, c'était la même chose, mais mon épargne, elle est diluée. Ouais. Si aujourd'hui, j'ai un pourcentage, moi, je ne sais pas, j'ai mis de côté 0,00000, le nombre de zéros que tu veux, puis un 1% de la masse monétaire, ben, si la masse monétaire est double, il y a un problème. Je Ouais. suis dilué, en fait. Et donc, j'ai creusé voilà, ce sujet-là. Ça a un peu plus de nuances que ce que je dis là. Hein. Je schématise là pour expliquer la problématique, mais c'est vraiment comme ça que je suis arrivé en fait à Bitcoin parce que Bitcoin, sa proposition de valeur, justement, prenait tout son sens pour moi à ce moment-là, d'avoir, c'est la rareté mathématique absolue, c'est comme ça qu'on peut parler de Ouais. Bitcoin aussi, d'avoir un livre de compte sécurisé par l'énergie. Donc personne ne peut le manipuler, ne peut faire de double dépense, ne peut diluer en fait la communauté des utilisateurs. Et donc sur ce registre, donc le grand B Bitcoin, circulent des unités monétaires qui sont les bitcoins petit b. Et ces bitcoins sont divisibles Ouais. en 100 millions de satoshi. Et voilà, et cette quantité d'unités monétaires est fixe. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai compris dans le coup assez vite. En fait, vous transférez ce que vous avez réussi à épargner en euros, donc avec votre force de travail, ou peu importe comment vous arrivez à épargner. Ça, il vous a fallu du temps, vous, pour arriver à faire ça. Je pense que le temps, c'est quand même la valeur absolue et la plus rare, peut-être C'est ça. même plus important que Bitcoin, mais le fait de réussir voilà, donc à épargner, mettre cette force de travail sous une forme monétaire qui ensuite ne perdra pas de sa valeur, parce que sinon, votre temps de travail il est dévalorisé au fur et à mesure du temps. Si vous épargnez dans une monnaie qui ne cesse dont le nombre d'unités ne cesse d'augmenter, vous êtes dilué. C'est cette image de la grenadine, en fait, qui est assez simple. Tu sais, donc, pour expliquer aux enfants, c'est assez facile. Voilà, tu as un verre d'eau, tu as un peu de grenadine. Si on rajoute toujours de l'eau, est-ce que tu as plus de grenadine ou... Ouais, non, c'est ça. voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Bitcoin, donc en comprenant euh, que Bitcoin était un changement complet de paradigme, puisque pour la première fois en fait dans l'histoire, on avait un registre avec un nombre d'unités monétaires capé, Génial. encore plus rare que l'or en fait. Parce que l'or, on ne sait pas exactement combien il y en a dans la couche terrestre, combien est-ce qu'on va encore en trouver. Voilà, l'or c'est un modèle inflationniste. Il y a à peu près, on continue à trouver à peu près 1,5% du stock total tous les ans. Donc la masse d'or continue à augmenter. Alors c'est pas mal, 1,5%, parce qu'en face de ça, on a des gains de productivité qui sont assez équivalents. Donc on arrive si on épargne en or, on épargne dans quelque chose qui voilà, la dilution, on la voit pas. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, en Bitcoin, c'est encore mieux parce vu qu'on est sur quelque chose qui est désinflationniste et à terme déflationniste, ben on épargne dans une unité monétaire qui a simplement vocation à continuer à s'apprécier dans le temps, à pouvoir s'échanger contre plus de biens et services au fur et à mesure du temps. Voilà, donc j'ai eu cette chance, moi, simplement en 2020, d'être. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que donc j'étais en Angleterre à l'époque et j'étais ce qu'on appelait là-bas furlough, c'est-à-dire en France, c'était chômage, comme on disait,
chômage technique, quoi. Enfin le problème avec le Ouais. problème du Covid, voilà. Et donc ça m'a donné 4 mois à pouvoir étudier la question à temps plein, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment une chance parce que c'est vrai que sans ce temps-là pour pouvoir se pencher sur la question et bien l'appréhender, parce que, bah, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il faut du temps pour bien comprendre, surtout que ça bouscule tellement en fait ce qu'on a l'habitude de voir, la façon dont en fait tout fonctionne, qu'il faut, je pense, beaucoup de temps à notre cortex cérébral pour commencer à se dire ah effectivement je commence un peu à saisir en fait le truc parce qu'au début c'est pas intuitif. Et puis surtout qu'on est pas mal pollué aussi avec beaucoup de désinformation en fait sur le sujet. Donc notre cerveau, il a tendance à être assez feignant. Donc hop, on Oui, met alors ça c'est de ça. côté. Mm. Il faut avoir la curiosité, il faut toujours avoir envie d'aller chercher la source primaire, en fait. Mm. Voilà. Ouais, je C'est crois ça. que ça, c'est un peu le point principal, en effet. Du coup, là, effectivement, du coup, tu t'y intéresses. 2020, on est tous Ouais. enfermés, il y a un peu de temps devant nous, donc tu t'intéresses à cet objet un peu étrange et tu comprends, en fait, tu commences à mettre les bouts du puzzle bout à bout. Qu'est-ce qui, à un moment donné, en fait, te fait le déclic de se dire, je vais m'engager publiquement sur le sujet parce que Mm. et que ça prenne en fait de la place quand même dans ta vie. Oui, un petit peu. Bah, il m'a fallu un peu plus de temps. Moi, quand j'arrive donc en 2020, je suis dans une phase d'apprentissage, alors qui n'est pas terminée, hein, parce que Mm. on n'a jamais fini. Mais j'ai commencé à être un peu public sur le sujet que presque 4 ans plus tard, en fait. Fin 2023, je pense que c'est le moment où je commence à faire mes premiers posts sur LinkedIn à propos de Bitcoin. Qu'est-ce qui m'a amené en fait, à être public sur le sujet, c'est de constater. Alors déjà en 2020, je constate que si je parlais pas anglais à l'époque, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y avait très très peu de contenu. Alors il y avait Roxy qui commençait à faire des contenus intéressants en français, mais voilà, il avait une chaîne YouTube qui était très peu vue. Euh, et voilà, enfin, en fait, tout était encore vraiment dans du contenu anglophone. Lorsqu'en début 2022, donc moi, Bitcoin, ça a été une succession de déclics, de toute manière. Début 2022, lorsque je comprends vraiment que pourquoi est-ce qu'on est sur un registre qui est manipulable par personne et qui n'est pas contrôlable par une entité, par une entité, si tu veux, aux dépens de la communauté des utilisateurs, c'est parce que simplement le registre est sécurisé par la preuve de travail. Et lorsque je comprends que justement que le lien entre euh, donc voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais en fait, c'est pas compliqué comme concept. C'est que le registre, pour pouvoir ajouter donc une page à chaque fois à ce registre, donc il utilise la preuve de travail pour ça. Et désolé si j'anticipe quelques-unes de tes questions, mais la preuve de travail donc repose sur quoi? Sur une quantité d'énergie. Mhm. Et pourquoi? Tout simplement parce que Satoshi Nakamoto a fait le constat que la seule façon de créer un argent liquide, donc échangeable de pair à pair sans tiers de confiance, c'était de faire reposer ce système, de le sécuriser par l'énergie, de le faire reposer sur la preuve de travail. Il n'a pas trouvé d'autres systèmes pour le faire, et on n'en a pas trouvé d'autres depuis, parce que tous les autres systèmes de consensus s'appuient en fait sur il y a le besoin de faire confiance à une entité tierce. La preuve d'enjeu, par exemple, alors déjà c'est très compliqué d'avoir soi-même un nœud. Donc ce qu'on appelle un nœud, c'est la possibilité pour l'utilisateur de vérifier lui-même donc le livre de compte de Ouais. la chaîne de blocs. Donc sur Bitcoin, c'est le cas. Alors sur Ethereum, par exemple, les nœuds, c'est très très compliqué pour un utilisateur individuel d'en faire tourner. Enfin, moi, je connais personne qui le fait. Alors, je connais énormément de personnes qui font tourner des nœuds Bitcoin parce que c'est très simple. Et puis surtout, donc un nœud Bitcoin, c'est simplement, voilà, on peut avoir un vieil ordinateur portable qui tourne et qui simplement
ajoute les blocs sur la chaîne de blocs au fur et à mesure. Et cet ordinateur, c'est pour une raison X ou Y, il y a une coupure de courant, il arrête de tourner. Je le rebranche que quelques heures après. Je n'ai pas besoin de faire confiance à une entité pour me dire cette chaîne-là est la chaîne officielle. En fait, il suffit que je regarde quelle chaîne a dépensé le plus d'énergie et respecte les règles du consensus, voilà, que mon nœud définit et qui est celui voilà, respecté par les autres nœuds qui suivent les mêmes règles du consensus que moi. Donc c'est tout simplement ça en fait. Et lorsque je comprends donc que en fait donc ce lien crucial donc entre avoir un registre qui n'est manipulable par personne et l'énergie, je me dis mais bon déjà faut que je comprenne vraiment beaucoup plus l'énergie. Donc à ce moment-là, je me fais embaucher dans une boîte d'énergie renouvelable pour vraiment creuser le sujet. Et en fait, je comprends que c'est pas très compliqué en soi, mais il faut passer le temps, encore une fois. Et en fait, il y a très peu de gens en France qui parlent du sujet, en fait, du sujet de ce qu'est Bitcoin, de ce qu'est l'énergie, et qu'en parlent et voilà, et qui en parlent sans créer de la confusion dans la tête des gens. Et en fait, je me rends compte que ouais, c'est ça, il y a très peu de personnes qui le font, quoi. Et selon moi, Bitcoin est voué à se développer, à grandir, à grossir. Sa consommation énergétique va continuer à grossir, à grandir. Son nombre d'utilisateurs également. C'est pas une certitude parce qu'il y a très peu de choses. Voilà, je garde toujours une part de doute. Mais lorsqu'on connaît bien le système, la probabilité qu'il s'effondre est infinitésimale maintenant. Je ne vais pas dire nulle, mais voilà, elle est quasiment nulle. Donc, comprendre ça le plus rapidement possible, c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, d'autres vont le comprendre avant. C'est très bien pour eux. Mais la problématique, c'est que nous, pendant ce temps-là, tout notre temps de travail, notre acharnement qu'on met à essayer d'épargner, il est dilué tant qu'on ne comprend pas en fait dans quelle monnaie plus dure le conserver, cette énergie dépensée. Et donc, ce que je vois, c'est que mes voisins, ma famille, les gens avec qui j'ai grandi, j'apprécie la société un petit peu dans laquelle j'ai grandi. Et je me dis, simplement, just give back, tu vois, fais ta petite part. C'est tout, quoi. C'était un peu long, ma réponse. J'espère que c'était clair. Mais c'est bien, comme ça. En plus, tu as donné un peu le cheminement qui te fait arriver à en parler publiquement, et c'est même très bien de le comprendre. Parce que effectivement, en fait, je me dis, faut toujours bien comprendre le pourquoi les gens font, ce qu'ils font. Ça permet en fait aussi d'avoir, je pense, une meilleure compréhension en fait du message qui est donné. Donc, ça me va bien que tu rentres dans les détails. Et du coup, ça me fait penser aussi à d'autres questions. C'est que comment tu concilies en fait déjà, est-ce que professionnellement en fait ta vie professionnelle elle est consacrée à Bitcoin, ou alors tu fais d'autres choses à côté? Tout à l'heure tu parlais d'un travail dans l'énergie renouvelable. Comment tu concilies en fait ta vie professionnelle avec ton engagement sur Bitcoin? Alors oui, j'ai travaillé donc dans une société d'énergie renouvelable donc du côté sur Angers, en France. Donc où j'ai pu vraiment, j'avais pas de connaissances sur l'énergie. Avant ça, je connaissais pas la différence entre un kilowatt et un kilowattheure. Et voilà, c'était vraiment la base. Donc j'ai fait de la prospection foncière pour cette société. Ça voulait dire aller voir les propriétaires fonciers terriens et avec les endroits qui étaient
voilà, où potentiellement il pouvait y avoir des projets, que ça soit éolien, que ça soit solaire, que ça soit agrivoltaïque, c'était la grande mode à l'époque, donc pour pouvoir développer ce genre de projet. Et donc j'y ai travaillé, voilà, pour un peu plus d'un an et puis, donc j'ai appris ce que j'avais envie d'apprendre vraiment sur le mix énergétique, en France. Puis, je suis curieux, j'ai regardé aussi ailleurs, sur ce que ça voulait dire, un réseau électrique, ce que ça voulait dire, flexibiliser un réseau, ce que ça voulait dire, voilà, installer, des grandes capacités d'énergie, intermittente sur un réseau, les avantages, les inconvénients et cetera. Et puis, à un moment, je suis arrivé moi au bout du cheminement que j'avais à faire là-bas. Donc j'ai quitté voilà, on s'est quitté avec la société et puis j'ai eu moi un projet justement de lier le minage des bitcoins aux énergies renouvelables. Donc j'ai, voilà, essayé de faire ça, en France à l'époque. En parallèle, j'en ai aussi profité pour traduire un livre donc le livre de Lyn Alden qui s'appelle, Broken Money, donc avec les éditions Consensus Network, qui sort là d'ailleurs, là en ce moment, donc en français, ça s'appelle Rupture monétaire. Ah, trop bien. Donc j'ai fait ces deux choses-là en parallèle, et puis pour finalement vraiment comprendre que les opportunités de minage en France n'étaient pas, selon moi, enfin à l'heure actuelle, avec la façon dont ce qu'on appelle le merit order existe en France. On pourra développer par la suite si ça t'intéresse. Ouais. Mais le minage de Bitcoin en France, pour moi, à l'heure actuelle, très peu d'opportunités sur les énergies renouvelables, mais énormément d'opportunités sur le nucléaire. Donc voilà. Donc j'ai arrêté après ce projet que j'avais. Et puis, pour des raisons familiales, on a redéménagé en Angleterre. Et moi, j'ai besoin d'avoir mon cerveau qui fonctionne sur Bitcoin, parce que j'ai du mal ou sur Bitcoin, sur l'énergie, enfin tout ce qui est allié à ça, parce que j'ai du mal à passer mon temps sur autre chose. Donc j'ai simplement ce que j'appelle un fiat job le week-end. Et la semaine, donc, je travaille sur l'Institut national de Bitcoin. Et voilà, parce que pour moi, en 2025, j'ai du mal à trouver un intérêt à quoi que ce soit d'autre, si tu veux. Donc, Je comprends. non, mais c'est clair, on voit, enfin, tout s'accélère en plus là maintenant. Et ouais, quelque part, je me dis, il y a simplement, ouais, il y a urgence à faire passer, quelques messages, à ouvrir des portes, à peut-être que voilà, je sais pas, à faire comprendre, la chose à une personne et va savoir ce que cette personne en fera, quoi. Mais c'est simplement, tu sais, comme on est, nombreux à le faire, tu vois, à essayer de démocratiser ça, démystifier un petit peu, et en parler, quoi. Ouais, c'est Voilà. clair. Et puis, comme tu disais, on en parle à une personne, on ne sait pas ce que ça peut donner derrière, et Mmh, cette personne va en parler à une autre. Et puis, surtout, là, tu parlais des bouquins, en tout cas des bouquins, que ce mmh, soit vidéo, des ressources et tout ça, mais des ressources, je trouve, parce que maintenant, on est un peu dans l'information rapide, où on prend des ouais, petites briques d'informations rapides, mais le fait d'avoir des bouquins, des contenus longs, des rapports, pour vraiment aller au fond des sujets, c'est vraiment important, pour ouais, bien comprendre, surtout que souvent on tombe en face de personnes en fait qui sont un peu dans une guerre sémantique. Donc, si on n'est mmh. pas bien sur ses appuis, en fait, on peut se tromper de débat et de sujet complètement. C'est ça, tout à fait. Du coup, on a un peu anticipé cette partie-là, donc sur la partie Bitcoin et énergie. Il y a Ouais, beaucoup d'idées reçues sur le sujet. C'est vrai que moi, quand je discute avec des gens et qu'il n'y a plus vraiment d'arguments en fait solides, on arrive toujours à la partie mais ça pollue, donc mmh, enfin, voilà, ouais, fin de l'histoire. Et moi, j'ai une ouais, grosse frustration, c'est qu'à partir de là,
ça devient compliqué en fait pour moi parce que les questions d'énergie, je les Ouais, maîtrise pas bien. Donc, d'où aussi ouais, mon intérêt personnel de pouvoir discuter avec toi. Donc, abordons ce sujet. mmh, Est-ce que avec dans un plaisir. premier temps, tu peux nous expliquer le lien entre le proof of work, la preuve de travail et la consommation en fait d'énergie? Pourquoi la preuve de travail en fait consomme de l'énergie? Bah, c'est ce que j'ai Mhm. expliqué tout à l'heure. Donc la preuve de travail, c'est une preuve de consommation énergétique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire, pour pouvoir ajouter un bloc à la chaîne, donc les mineurs sont en compétition pour trouver, j'aime bien l'image moi du puzzle. En fait, il y a un puzzle devant eux, il y a une pièce manquante, pour pouvoir ajouter voilà ce nouveau bloc de transaction et heu et donc c'est pas un calcul qui est difficile en soi, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre. En fait, c'est juste que, il faut trouver une pièce et ils ont un tas de pièces à côté d'eux et il y en a des milliards et en fait, la seule façon de pouvoir, trouver la pièce du puzzle manquante, c'est de taper dans ce tas et de les essayer une par une. C'est tout. Donc en fait, la preuve de travail, c'est simplement ça. Donc il y a donc ce qu'on appelle le mineur, donc l'ordinateur qui est spécialisé dans le minage de bitcoin, donc qui sont des ASIC. Donc voilà, ces ordinateurs, ils font simplement ça. Ils sont conçus pour, simplement prendre des pièces de puzzle et regarder: «Hop, ça rentre pas, suivant» et cetera. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a trouvé la bonne pièce de puzzle, c'est très simple ensuite pour donc ce qu'on appelle les nœuds validateurs. Donc moi, par exemple, voilà, j'ai un nœud qui tourne chez moi. Donc le nœud, lui, va simplement regarder le puzzle et va dire: «Ah ouais, c'est correct, c'est bien fait». Parce que ça, c'est très facile à faire. Par contre, d'aller trouver la pièce, c'est très compliqué. Donc oui, c'est correct. Ah, en fait, j'ai la preuve là que tu as dépensé de l'énergie pour pouvoir ajouter ce puzzle, donc ce bloc à la chaîne de blocs, parfait. Tu l'as trouvé en premier, bravo mineur. Voilà ta récompense. Au suivant. Hem et donc pourquoi il y a ça? Bah, parce que, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait donc en fait Bitcoin c'est quoi? C'est cette succession de blocs comme ça, donc qui est une dépense énergétique et pour tricher, pour altérer, en fait ce qui est écrit dans le livre de compte de Bitcoin, c'est pas impossible, techniquement parlant. Et pour le faire, il faut faire une dépense énergétique équivalente à celle qui a été dépensée jusqu'à présent. Si on voulait réécrire un bloc, tu vois? Il faudrait en fait remonter chaque bloc. Quelque part, la preuve de travail. Lorsqu'on mine Bitcoin et moi, c'est pour ça que j'aime bien écrire miner, le Oui, minage de Bitcoin, Bitcoin avec un grand B majuscule et pas Bitcoin avec un petit b. Parce que souvent, on dit voilà, les mineurs de Bitcoin, on les écrit avec un petit b parce qu'on dit oui, ils sont récompensés avec, ils ont leur récompense en Satoshi et donc ils minent pour eux récupérer du Bitcoin. Oui, mais ils ne font pas que cela. En fait, à chaque fois qu'ils rajoutent un bloc à la chaîne de blocs, ils ensevelissent tous les blocs précédents sous cette nouvelle quantité d'énergie. Et donc, en fait, il faut voir Bitcoin comme un édifice numérique qui est construit comme ça au fur et à mesure de ses blocs et de ses années. Et cet édifice numérique, il est le coût pour le corrompre. En fait, maintenant, il devient insondable. C'est c'est gigantissime. Et c'est en cela, si tu veux, que c'est en cela qu'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les nœuds validateurs, les gens qui simplement vérifient que ces blocs ajoutés à la chaîne respectent les règles du consensus. Donc les règles du consensus, bah voilà, il y a une limite de 21 millions. Les règles de consensus, c'est bah, il y a une taille de bloc limite. Et il y a une taille de bloc limite, pourquoi? Parce que comme ça, le fait de pouvoir faire tourner un nœud, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'une grosse machine à gaz. On peut le faire avec un vieil ordinateur. C'est très simple. Et ça, c'est très important parce que ça permet la décentralisation en fait du réseau. Le fait que le réseau est distribué, c'est voilà, c'est ça. C'est une de ces règles qui permet ça. Et c'est très important pour une raison en fait très simple.
C'est parce que en faisant ça, donc la dizaine de milliers ou peut-être la centaine de milliers de personnes qui font tourner un nœud dans le monde aujourd'hui, eh ben, ce sont eux en fait les vrais ceux qui contrôlent vraiment la monnaie ici. C'est la communauté des utilisateurs, donc de ceux qui font tourner un nœud, qui contrôlent la monnaie. Grâce à ça, grâce à la preuve de travail. Hem Et ça, c'est crucial parce que c'est une idée qui est vieille, hein, le fait de dire voilà, la monnaie ne doit pas être le bien du prince, mais doit être le bien de la communauté. C'est une idée qui avait été voilà, émise, je crois, pour la première fois par Nicolas Orem, qui est un érudit du XIVe siècle, et en fait, qui s'opposait, lui, à cette idée que le roi peut recollecter toutes les pièces, enlever un petit peu, gratter un petit peu du métal, Ouais. voire diluer en fait toute la population, et ça lui permettait de faire quoi? Bah, de financer des guerres, ou de faire face à des aléas et cetera. C'était Et l'impression ça, monétaire de l'époque, du coup. c'est exactement, et ce aux dépens de la communauté des utilisateurs de cette monnaie. Ouais. Et lui, Nicolas Oren, le premier dit: «Mais non, la monnaie doit être le bien de la communauté des utilisateurs». Et en fait, bah, il a fallu 700 ans pour qu'on y soit, et ça y est, maintenant on a voilà, les avancées technologiques ont fait qu'enfin aujourd'hui, on a cet outil, qui permet qui est contrôlé par les utilisateurs. Ça n'a jamais pu être le cas jusqu'à présent. Et voilà, et ça serait impossible sans la preuve de travail. Parce qu'encore une fois, les autres systèmes de consensus qui sont pas basés sur une dépense énergétique, et donc être basé sur une dépense énergétique, ça veut dire quoi là, en l'occurrence? Ça veut dire ouvrir un portail, j'aime bien cette image, en fait, c'est ouvrir un portail entre le monde physique et le monde numérique. Oui. Parce que on ne peut pas dire que Bitcoin est virtuel, c'est faux. Bitcoin est extrêmement réel Mmh. du fait de cette dépense énergétique. Tout à fait. Tu ne peux pas tricher avec Mmh. les milliards de térawattheures qui sont dans le registre. Tu ne peux pas le tricher. Tu pou Voilà, pour le refaire, il faut dépenser cette énergie dans le monde Cette physique. énergie, ouais. C'est ça. Donc on a même plus intérêt à participer au réseau plutôt que d'essayer en fait, on va dire de tricher. Parce qu'effectivement, ça coûterait moins d'énergie de devenir mineur que d'essayer on va dire de créer des Ah bah faux bitcoins, ah bah, oui, oui, exactement, ça a aucun intérêt, surtout que voilà, les nœuds le verraient, en fait, donc Mmh. double dépense, merci, au revoir, et voilà, exactement, ouais. Ouais, il y a une vidéo C'est fameuse, extrait j'invite tous ceux qui ne connaissent pas cet extrait à taper sur YouTube, donc Antonopoulos, Proof of Work peut-être, ou je ne sais pas ce qu'il veut, mais c'est un de ses extraits les plus connus qui dure 1 minute, où il explique très bien pourquoi, oui, là, il explique l'aspect, théorie des jeux que tu viens ouais. d'expliquer, en effet. À partir du moment où tu commences à faire cette dépense énergétique pour le réseau, tu te rends compte très rapidement qu'en fait, tu vas pas pouvoir tricher, tu vas être grillé, et en fait, tu as tout intérêt, exactement, au contraire, à participer au réseau. Mais c'est là où Bitcoin est compliqué, parce que tu es à l'intersection de la monnaie, de Mmh. l'énergie, de la théorie des jeux, de phénomènes sociaux, tu es à l'intersection de tellement de sujets, ça oblige en fait de sortir, de pas être à une pensée. Si tu es dans une pensée en silo, c'est très compliqué Bitcoin. C'est vrai qu'il faut relier plusieurs points, Ouais. et voilà. Mmh. C'est, dernièrement, j'ai écouté le podcast, Enigma Nakamoto. Ouais, Et super ça. ouais, à la fin, je me suis dit, en fait, effectivement, c'est toute une théorie, en fait, monétaire, donc qui prend l'aspect sociologique, enfin l'aspect psychologique et tout ça qui a été transformé en code. Donc c'est normal que ça soit un peu compliqué et contre-intuitif. Et puis surtout, tu soulignais en fait un point que on passe dans un système où on se dit la monnaie n'est pas un des n'est pas confié en fait à un État ou n'est pas confié en fait à une entité centrale qui a été désignée. Ça appartient Mmh. à tout le monde. Alors qu'on va dire, depuis notre naissance, en fait, la monnaie, en fait, elle est battue par une entité centrale et tout ça. On est bien habitué. C'est un espèce de confort de dire, bah, c'est eux qui s'occupent de la monnaie. Nous,
on est juste là, des petites fourmis à travailler pour en avoir un peu. Et maintenant, Mm. en fait, avec Bitcoin, on change complètement de paradigme. Donc, Mm. c'est quelque chose d'assez nouveau. Et bah, merci Satoshi. Ah, ça c'est clair, ouais. En effet. C'est vrai que je serais un petit peu moins optimiste, je crois, aujourd'hui, s'il n'y avait pas ça. Ouais. Ça, c'est un peu plus Ouais. difficile. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, là, je pense qu'il s'apprête encore à en imprimer. Il y a toujours une bonne raison, en fait, de sortir l'imprimante. Mais en fait, c'est ça la problématique, c'est que la problématique, c'est que si le registre monétaire peut être manipulé, il finira forcément par l'être. Forcément. Tu vois, je parlais de Nicolas Orem tout à l'heure. C'est lui, en fait, quelque part, c'est lui l'instigateur du franc, donc qui est lancé, voilà, à ce moment-là. Donc, je ne sais plus la date exacte, mais donc au XIVe siècle, 1360 peut-être, enfin, par là. Et suite à ça, si tu veux, il y a ce qu'on a appelé Charles V, le roi un peu sage, qui justement s'appuie sur ces préceptes de Nicolas Orem de dire il ne faut pas de seigneuriage. S'il n'y a pas de seigneuriage, donc c'est-à-dire justement ce qu'on expliquait, le fait pour le roi de récupérer la monnaie, de rogner le métal, de dévaluer la monnaie, de faire un débasement monétaire. Le fait de ne pas faire ça va au contraire libérer c'est une meilleure incitation économique et ça permet en fait à l'économie de se développer beaucoup mieux. Et c'est voilà, le Royaume de France a connu à ce moment-là, si tu veux, une période d'essor. Mais toujours arrive un moment, va arriver un moment où en fait la chaîne des rois, si tu veux, si on devait faire un parallèle, il y aura toujours un roi qui va avoir intérêt s'il le peut, tu vois, pervertir le registre, il finira toujours par le faire. Et l'histoire, c'est ce que l'histoire montre. Donc il y a un moment, il faut arracher des mains de l'État d'une manière, tu vois, astucieuse ou détournée le registre, parce que sinon, on en revient toujours au même point. Donc, il faut Ouais. sortir de ça. Parce qu'un monarque ou un politicien, en tout cas aujourd'hui, son objectif, c'est de se faire réélire, C'est ça. voilà, c'est ça, de garder en fait le pouvoir. Donc, c'est un outil pour lui, en fait, C'est les d'asseoir sa incitations à court domination. terme. Voilà, c'est ça, les Ouais. incitations à court terme, essayer de donner des chèques à gauche, à droite à des gens, ou alors en finançant des guerres, des croisades sous prétexte que c'est pour le bien du peuple, etc. Donc, il a toujours, si il a ce pouvoir-là dans les mains, c'est sûr qu'à un moment donné, la planche à billets va rebondir, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai vu quelques interviews de Sébastien Gouspion Mm-hmm. et même de Pierre Noisa qui indiquait que le Bitcoin peut contribuer à stabiliser en fait les réseaux. Donc, Ouais. il y a même eu Marine Le Pen en fait qui avait repris en fait quelques propos de Sébastien lors de son passage sur BFM. Moi, j'aimerais bien comprendre en fait ce concept. Comment Bitcoin, on va dire, qu'on qualifie en fait de tous les mots énergétiques, peut s'avérer finalement en fait une solution pour valoriser en fait un surplus énergétique ou pour aider un réseau en fait à Mm. aller mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup dans les médias de choses négatives qui ont été dites par rapport à ça, par rapport à la consommation énergétique de Bitcoin. Et on voit en fait ce narratif changer. On le voit de plus en plus. Il y a de moins en moins d'articles de ce type. Il y a au contraire de plus en plus d'articles, alors encore dans la sphère plutôt anglophone. C'est lent à venir en France, mais on va y venir. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que la littérature scientifique, donc rigoureuse avec des données empiriques, et donc des articles qui sont publiés dans des journaux à comité de lecture, cette littérature scientifique aujourd'hui dit quoi sur le minage de Bitcoin? À une écrasante majorité, elle dit que le minage de Bitcoin a un intérêt pour la transition énergétique de plusieurs façons, 3 façons principalement. Parce que le minage de Bitcoin est ce qu'on appelle le consommateur de première cour idéal.
de première cour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui vous construisez un parc éolien en France, qu'il faut attendre des mois, voire des années avant de pouvoir le connecter au réseau, et que donc pendant ce temps-là, c'est une perte sèche parce que vous avez eu une dépense de capital énorme pour pouvoir implanter ces éoliennes et que vous ne pouvez en tirer aucun revenu, eh bien, pouvoir placer au pied de ces éoliennes des containers avec des mineurs de Bitcoin, ça permet, en attendant le raccordement au réseau, de créer de la valeur pour l'exploitant de ces éoliennes. Et cette valeur, il va pouvoir en faire quoi par la suite? Ben, il va pouvoir, lui, continuer d'implanter plus de capacité de capacité de production d'électricité peu carbonée. Donc, première chose, consommateur de première cour. Et puis aussi consommateur de dernière cour, c'est le deuxième point. C'est ce que disent aussi plusieurs de ces articles scientifiques. Consommateur de dernière cour, pourquoi? Parce que sur un réseau, lorsque vous avez voilà, plusieurs productions d'électricité, il arrive, alors selon les pays, selon les réseaux, mais à plus ou moins souvent, qu'il y ait des excès d'électricité, de l'électricité dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, on arrive souvent en fait à demander que ça soit aux exploitants d'énergie renouvelable, mais en France aussi au nucléaire, d'écrêter leur production, c'est-à-dire baisser leur production parce qu'on n'a pas la consommation en face. Or, ça, sur des moyens de production tels que le solaire ou l'éolien, où le coût marginal de production, logiquement, est de zéro, puisque voilà, le vent ou le soleil, ça ne vous coûte rien. Donc, il y a un coût de combustible qui est de zéro. Sur le nucléaire, il y a un coût du combustible qui est extrêmement faible. Voilà, on parle de 5 € du mégawattheure, c'est très, 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 très peu. Les mineurs, eux, de Bitcoin, sont prêts à payer l'électricité plus cher que ça. Ils sont prêts à payer plus cher que zéro, ils sont prêts à payer plus cher que 5 € du mégawattheure, c'est-à-dire 0,05 centimes du kilowattheure. Donc avoir ici un consommateur, quelqu'un qui est capable de vous prendre votre énergie, votre électricité, vos électrons qui proviennent, bon, sur le réseau, on ne sait pas d'où ils viennent les électrons de toute façon, mais ces électrons qui soient produits par du solaire, de l'éolien, du nucléaire, lorsqu'il n'y a pas le consommateur en face, en fait, eh bien avoir ce consommateur de dernier recours, encore une fois, ça permet de valoriser cette électricité. Et valoriser cela, ça permet de pouvoir réinvestir dans l'amélioration du réseau, dans la baisse du prix de l'électricité, voire dans la baisse du prix de l'électricité pour les utilisateurs. Donc il y a ces deux points. Et puis il y a le troisième point qu'on appelle donc le équilibrage des réseaux. Alors équilibrage de réseau, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut installer plus de solaire, d'éolien sur un réseau électrique? Souvent, il nous faut du pilotable en face. Donc, parce que le problème de l'intermittence, c'est que c'est intermittent, tout simplement. Et donc, pour pouvoir répondre à la demande en face, il va falloir avoir des centrales à gaz de pointe qui sont capables de s'allumer s'il y a un manque de production tout d'un coup. Et donc, ces centrales à gaz de pointe qui coûtent énormément d'argent, qui sont là sur le réseau avec l'espoir qu'on va les allumer le moins possible, parce que ça, c'est une source d'électricité qui est beaucoup plus carbonée aussi. Ces centrales à gaz de pointe, mais elles sont là parce qu'il y a besoin en face de quelque chose de pilotable. Lorsqu'on est sur un réseau, donc ERCOT au Texas, ça fait l'expérience. En fait, au lieu de mettre des centrales à gaz de pointe, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des mineurs de Bitcoin. Parce que comme ça permet quoi? Ça permet d'avoir une puissance de solaire et d'éolien supérieure, parce qu'on est capable de rentabiliser beaucoup plus leur production, de toute façon, même s'il n'y a pas le consommateur en face. Et donc, faisant cela, voilà, on a une base, on a une charge de base qui est supérieure. Et donc, ça permet de se passer de centrale à gaz de pointe. En fait, le minage de Bitcoin, ici, dans ce cas-là, agit un peu comme une centrale à gaz de pointe, mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la flexibilité du côté de la production, ici, on a de la flexibilité du côté de la demande. Donc, par exemple, on a, je prends un exemple fictif. Là, on a beaucoup de solaire qui produit, là. Ouais, de toute façon, il est midi, donc le solaire produit énormément. Oui. Tout d'un coup, pour une raison X ou Y, cette production de solaire s'effondre. Il y a un risque sur le réseau que la fréquence
sur le réseau, parce qu'il faut toujours qu'on soit à 50 Hz sur le réseau. Il faut toujours que la production et la consommation soient au même niveau. Si tout d'un coup cette production s'effondre, on va voilà, avoir en fait un problème parce qu'il faut que la consommation s'effondre également en face. Oui, Donc avoir une capacité, de minage de Bitcoin conséquente sur le réseau à ce moment-là, permet de faire face à ce genre d'imprévu, puisqu'on a un consommateur qui tout d'un coup est capable de s'effacer à la seconde. Il y a d'autres consommateurs qui sont capables de s'effacer. Il y a des électro-intensifs, les usines d'acier, ce genre de choses qui consomment énormément d'électricité. Ils ont des contrats d'effacement avec EDF, par exemple. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une flexibilité qui est limitée. Tu peux pas arrêter ce type de centrale pendant des heures et des heures. ouais, Le moi minage j'allais de poser Bitcoin, la lui, c'est question, je ne peux différent. pas débrancher d'un coup. Alors, je sais plus si c'est à la seconde ou pas, mais en tout cas, tu peux en effet effacer ce type d'usine donc d'acier, enfin, production les aciéries, par exemple. Tu peux leur demander de s'effacer, mais tu vas pas pouvoir leur demander de s'effacer pendant plus de, je crois que c'est 4 heures. Parce D'accord. que sinon, après, l'acier se fige et tu mets ton usine à la poubelle, en fait. Tu peux plus rien faire avec ton usine. Tandis que le minage de Bitcoin, c'est bien différent. Le minage de Bitcoin, tu produis de la valeur parce que tu sécurises le réseau, mais le mineur en France, en Islande ou peu importe, il peut s'effacer à la seconde du réseau pendant des heures, des jours, des mois, sans que ça ne pose aucun problème pour le réseau Bitcoin. Le registre va continuer d'être sécurisé par les autres mineurs qui sont dispersés dans le monde. C'est pas comme si c'est pas en fait la production de blocs va pas en être altérée. C'est ça qui est extraordinaire dans le minage de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'en fait, il est ce consommateur idéal d'énergie inexploitée et d'énergie intermittente. Donc voilà, donc il y a ces 3 points. Pour les intérêts sur le réseau électrique, c'est ça, c'est consommateur de première cour, dernière cour et équilibreur de réseau de dernière cour. Et là, voilà, la littérature scientifique sur le sujet, voilà, on est à plus de, on a 21 articles recensés sur le site de l'INBI, inbi.fr, 21 articles académiques. Il y en a un 22e en fait qui est sorti hier. Il faudrait que je fasse un article sur le sujet. Il y a également, depuis qu'on a sorti cet article, il y a le Cambridge University qui a sorti un nouveau rapport sur le minage de Bitcoin qui parle en fait de tout ce dont je viens de parler, qui est un excellent rapport, qui explique que maintenant le minage de Bitcoin s'alimente à plus de 50% sur l'énergie peu carbonée. Donc énergie peu carbonée, hydro, nucléaire, solaire, éolien. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a, à ma connaissance, aucune autre industrie dans le monde qui a un tel mix énergétique. Voilà. Alors bien sûr, il faudrait toujours que ça soit plus, mais on voit que la tendance est justement à l'augmentation de la part d'énergie peu carbonée. Et pour une raison simple, parce que c'est l'électricité la moins chère. Ouais, C'est j'avais tout. posé la question. Il y a aussi une question d'efficience économique. Ah bah c'est que ça en fait. Les mineurs, il y en a certains qui ont des convictions écologiques, enfin plus ou moins. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Par contre, ils ont tous des convictions économiques. Ils ont des factures à payer à la fin du mois, ils ont des fournisseurs à payer à la fin du mois. Eux, ce qu'il leur faut, c'est parce que l'électricité, c'est l'essentiel de leur poste de dépense. Ce qu'il leur faut, c'est l'électricité la moins chère possible. Et plus il y a de mineurs sur le réseau, plus la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin augmente. Bon, et plus d'une part, donc la sécurité augmente, mais la sécurité est tellement haute maintenant que ça pose aucun problème d'avoir une baisse du nombre de mineurs sur le réseau. On pourrait diviser par 5 demain le nombre de mineurs sur le réseau, ça pose aucun problème pour la sécurité. Mais par contre, ce que je voulais en venir, c'est que, je sais plus, j'ai perdu le fil, mais que j'ai perdu le fil là, de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je pense que Ouais. ça va revenir de toute façon. Ouais. Ça va revenir. Mais bon, peut-être que ma question va te faire revenir dessus. C'est donc aujourd'hui, tu disais 50% d'énergie
peu carboné. Peu carboné. Ouais. Est-ce que le 100%, il est atteignable? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que c'est faisable? Bah, en fait, la tendance, elle est à la hausse et je pense en effet qu'un jour on y sera pour une raison simple. C'est que donc ce qu'on appelle, alors moi je préfère dire peu carboné que décarboné parce que de toute façon, toutes les formes d'énergie, il y a toujours donc un taux de CO2 par kilowattheure. Mais il se trouve juste que voilà, sur ces énergies-là, il est largement moindre que sur le charbon ou sur ce qu'on appelle les autres énergies fossiles. Voilà, le nucléaire, oui, c'est une énergie fossile, mais c'est pas la même chose, c'est pas comparable parce qu'il y a des émissions de CO2 qui sont largement moindres. Mais donc sur le gaz, le charbon, toutes ces formes d'énergie, ce sont des formes d'énergie qui sont stockables. Donc, si on est capable en fait, de pas les consommer à l'instant présent et on pourra les consommer demain, ben, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qu'on peut garder. De l'hydro au fil de l'eau, si on consomme pas l'électricité maintenant, bah, c'est l'eau, elle s'en va et cette électricité, elle s'en va avec à tout jamais. De la même manière pour le solaire ou l'éolien. Et donc on voit que, en fait, économiquement, c'est cette forme d'électricité qui est la moins chère, c'est logique. Et donc c'est assez logique que cette part d'électricité peu carbonée dans le mix ne cesse d'augmenter. Et puis sur le nucléaire, voilà, on est sur quelque chose d'assez particulier parce qu'on a des stocks qui sont énormes. Il n'y a pas de tension à l'heure actuelle sur l'uranium en tant que tel. Et c'est pour ça que le prix du combustible est très bas sur le nucléaire. Puis il y a une densité qui est telle, voilà, on est sur vraiment autre chose que le charbon, quoi. Et ouais, et donc cela où je voulais en venir tout à l'heure, c'est ça. C'est que plus on augmente le nombre de mineurs sur le réseau, si tu veux, donc et c'est la beauté de l'ajustement de la difficulté dans le protocole, Bitcoin, qui est vraiment un sujet à creuser, qui est un sujet passionnant. Plus on a de mineurs, si tu veux, donc plus le réseau est sécurisé, mais plus la difficulté augmente, et donc plus la difficulté en fait pour trouver cette pièce du puzzle augmente. Et donc à partir de là, on se retrouve avec comme cette difficulté augmente, il faut que le prix de l'électricité qu'on utilise baisse si on veut rester rentable, si on veut rester dans la course. Et donc en fait, cette incitation à toujours trouver l'électricité la moins chère, ça pousse naturellement vers ces formes de production d'électricité qui sont intermittentes et peu stockables. Voilà. Donc le minage de Bitcoin, si tu veux, c'est une solution dans les réseaux électriques. Il y a d'autres solutions qui sont préférables. Moi, je dis toujours que le minage de Bitcoin, c'est la dernière des solutions. C'est largement préférable de pouvoir stocker dans des batteries. En effet, parce que quand on stocke dans des batteries, on va pouvoir réutiliser l'électricité. Oui, mais les batteries, voilà, il se trouve qu'elles ont une autonomie limitée aujourd'hui. Il y en a très peu qui ont des autonomies de plus de 4 heures. Qu'est-ce qui se passe lorsque la batterie est pleine, en fait, c'est ça. Et une fois que la batterie est pleine, oui, on peut en effet faire ce qu'on appelle du pompage. Donc, ce sont des steps, des stations où on pompe de l'eau et c'est une forme de batterie naturelle. Oui, c'est préférable de faire ça. Mais lorsque les steps sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est préférable de faire de l'hydrogène. Mais il y en a très peu d'hydrogène aujourd'hui. Donc, en fait, c'est juste simplement le constat de dire le minage de Bitcoin, du fait qu'il cherche toujours l'électricité la moins chère, il n'a pas vocation à être en concurrence avec quelqu'un, parce que s'il est en concurrence avec un autre usage, ça veut dire que l'électricité, c'est pas la moins chère. C'est ça. En fait, c'est ça la beauté du système. Donc, c'est vraiment cet utilisateur de dernier, en dernier. Donc, ou bien en premier recours, avant que les autres possibilités de consommation arrivent, batterie, tout ce que vous voulez. On parle de l'inertie aussi maintenant. Voilà, il y a plein. On parle aussi de vehicle to grid, c'est-à-dire qu'on va utiliser
les batteries des voitures pour stocker de l'électricité et puis avoir la possibilité de renvoyer, si besoin, cette électricité des batteries des voitures sur le réseau. Oui, mais en attendant que ça soit vraiment efficace, que ça marche à l'échelle, eh ben Bitcoin, c'est très bien. Et puis, une fois qu'il y a ça, eh ben Bitcoin, c'est très bien pour le reste, pour ce qui restera. Voilà. Bon, Désolé en si tout je cas, vais... Vas-y. non, non, en fait, moi, ça me permet de comprendre, donc c'est parfait. Donc là, en fait, on a quand même un réseau qui est décentralisé, mondial, donc ça veut dire tout le monde sur la planète peut y participer. Et le fait qu'il soit justement mondial, donc on a toutes sortes d'énergies qui peuvent être utilisées parce que en fonction des régions du monde, on va pas avoir les mêmes énergies en fait qui vont être en abondance ou en tout cas moins chères. Ouais. Et qui permet aussi en fait d'aider à la régulation des réseaux ou de récupérer de l'énergie qui aurait été entre guillemets jetée ou perdue de toute façon. Moi, je pense par exemple aux torchères, en fait, c'est que là, effectivement, c'est parti, c'est parti. Et là, on peut aussi l'utiliser pour participer à quelque chose en fait qui rend service à tout le monde parce que c'est un réseau mondial que tout le monde peut utiliser. C'est ça, tout à fait. C'est ça, ouais, en termes d'utilisation intéressante, il y a ça, parce qu'en effet, donc, les mineurs utilisent l'électricité. Avec cette électricité, donc, ils la transforment en H et en chaleur. Et puis, ensuite, les H, c'est ce qui permet d'ajouter un bloc sur la chaîne. Donc, il y a aussi le fait, c'est assez intéressant, le fait qu'il y ait cette chaleur aussi qui soit un produit dérivé de la production du minage de Bitcoin, et bien ça mène aussi à des utilisations intéressantes. On voit en Finlande, là, de plus en plus, des mineurs de Bitcoin qui utilisent la chaleur pour alimenter le réseau de chaleur urbain. Et ça, c'est le genre de choses qui vont vraiment se développer parce que pour que les mineurs restent compétitifs, il va falloir aussi de plus en plus qu'ils soient en capacité de valoriser cette chaleur qu'ils produisent. Parce que le mineur qui est capable de faire ça, il devient plus compétitif que le mineur qui n'est pas capable de faire ça. Et donc, dans la course mondiale que se donne en fait dans la compétition mondiale entre tous les mineurs, à terme, ceux qui n'en sont pas capables sortiront économiquement en fait. Donc oui, il y a des usages intéressants. Il y a des usages intéressants en lien aussi avec l'agriculture. J'aime bien l'exemple de la serre il y a une serre comme ça où ils font des tulipes en Hollande et ils ont besoin de chaleur dans la serre et ils utilisent le minage de Bitcoin. C'est assez marrant d'utiliser le minage de Bitcoin pour faire pousser des tulipes. Et puis, en effet, il y a plein d'exemples intéressants comme ça. Il y a Gridless en Afrique qui fait des choses extraordinaires dans des villages isolés où s'il y a un cours d'eau, on va pouvoir installer en fait une centrale hydroélectrique. Mais voilà, la centrale hydroélectrique, encore une fois, elle va produire tout le temps. Donc, si le village ne consomme pas tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça leur coûte extrêmement cher parce qu'il faut que sur le peu de consommation qu'ils aient, il faut que ça rentabilise la centrale hydroélectrique. Or, si on ajoute un autre consommateur qui est capable d'absorber tout ce qui n'est pas consommé par le village, ça permet aux habitants de ce village de bénéficier d'une électricité moins chère parce que celui qui va installer la centrale hydroélectrique, pour se refaire à la cerise, il s'en sort en fait grâce du fait qu'il y a les mineurs. Donc il n'est pas obligé de charger autant l'électricité qui vend aux villageois. Donc Gridless, par exemple, a fait ça en Afrique. Il y a des exemples superbes. Un des meilleurs exemples qu'on ait, il vient de la société de Sébastien Gouspillou, donc avec sa ferme de minage au Virunga, où voilà, donc là on est à un endroit où il y a une centrale hydro qui était installée, le réseau n'a pas encore été développé, et on essaie dans cette utilisation typique de ce que j'ai appelé le premier recours, en attendant que le réseau soit développé, en attendant qu'il y ait de la consommation, pour valoriser cette électricité qui est là, les fermes de minage sont là-bas. Et le jour où le réseau est développé, il n'y a aucun intérêt pour les mineurs de rester puisque cette électricité pourra être vendue à quelqu'un d'autre. Ou à la limite, les mineurs resteront juste pour le buffer, pour ce qui reste. Donc à ce moment-là, en dernier recours.
Mais eux, bah, voilà, ils partiront avec leur container très facilement sur un autre site. En termes en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dans la théorie, donc je te parlais des papiers académiques, mais dans la pratique, on le voit en fait, l'intérêt du minage de Bitcoin. Donc là, ici, on parle pour l'électrification en fait, Ouais. pour amener l'électricité dans des zones isolées, pour développer donc pour ce qu'on appelle l'électrification des usages dans nos sociétés, par exemple. Parce on a un mix énergétique en France où on oublie souvent de le dire, mais l'électricité, c'est que 25% de notre mix énergétique. 75%, le reste, ça va être l'essence dans la voiture, etc. Donc, c'est énormément du fossile. Donc, si on veut baisser notre empreinte carbone, l'électricité, c'est très bien si c'est produit avec des moyens de production peu carbonés. Mais donc, pour pouvoir augmenter cette part d'électricité, c'est ce qu'on appelle l'électrification des usages. Et donc, il faut un consommateur pour pouvoir valoriser cette électricité, pour pouvoir emmener ça. Sinon, si l'électricité est chère, quel est l'intérêt pour les gens d'utiliser cette électricité? Hormis se donner bonne conscience, mais ça donne pas à manger aux gamins, quoi. Non, tout à fait. Donc non, donc il faut ce consommateur pour pouvoir développer l'électrification donc ici en France. Donc ouais, Bitcoin apporte en fait une partie de la solution là. Et c'est qu'une partie du parce que je pourrais continuer encore très longtemps sur l'intérêt de minage de Bitcoin d'un point de vue écologique, parce qu'on n'a même pas parlé encore du méthane, Ah oui, et oui, puis on n'a oui, même pas oui. parlé de la sobriété non plus, mais Sobriété. il y aurait Mais tellement à dire. on peut, mais en tout cas, un point Euh, important, et j'avais même jamais vu ça comme ça. En fait, le minage de Bitcoin aussi est un moyen comme tu disais, d'apporter l'électricité dans des zones reculées et le faire en fait avec une efficience économique. Parce que pourquoi il n'y a ouais, c'est toujours ça. pas d'électricité dans ces endroits? C'est que les gens se disent, bah, il n'y a pas d'incitation économique à aller mettre un barrage Ça coûte trop cher. hydroélectrique voilà, là-bas. Et moi, ça me fait penser à... j'étais en vacances, je suis d'origine de Côte d'Ivoire. Et Ouais, moi, j'ai toujours vécu à la capitale depuis toute petite. Donc, pour moi, en fait, mon pays, c'est un pays où il y a de l'électricité partout parce que j'ai cette vision, en fait, de la capitale avec les poteaux électriques, même allumés le soir. Et en retournant là-bas à l'occasion de vacances, souvent, c'est quand on repart en vacances qu'on va visiter des endroits qu'on n'avait jamais vus. Et j'arrive dans un village où il n'y a pas de d'électricité. Il y a des poteaux électriques, mais il n'y a pas le raccordement au réseau. Et du coup, le chef du village nous dit, mais il n'y a personne en fait qui a un quelconque intérêt à venir nous donner en fait de l'électricité ici. En fait, on est trop peu nombreux et puis on pèse c'est pas ça. lourd en fait dans les votes. Donc tout le monde C'est ça. se désintéresse. En fait, c'est une industrie c'est une industrie majoritairement ce qu'on appelle de capex, c'est de Mm, coûts fixes. Pouvoir produire l'électricité, c'est énormément de coûts fixes au démarrage. mm. Tu crées parce qu'il faut une infrastructure qui est conséquente. Par contre, après, une fois que ça tourne, les coûts variables, c'est très faible. Mais voilà, il faut pouvoir sortir le billet au début. Et C'est pouvoir ça. sortir le billet au début, on va faire le calcul. Qui est-ce qu'on peut vendre derrière? Et en effet, Mm. s'il y a pas une consommation suffisante en face, personne va aller le faire. Voilà. Exactement. Alors que Mm. là, il y a vraiment en tout cas, on a au travers du minage de Bitcoin on va dire un consommateur, comme tu disais, qui en plus participe à quelque chose d'utile. Parce que le C'est réseau ça. Bitcoin, il a un intérêt utile, c'est de pouvoir permettre à des gens de s'échanger de la valeur à travers le monde. Mm. Donc, et puis aussi Ouais, des c'est transferts ça. de valeur. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué ça à expliquer en Europe. L'intérêt monétaire, les gens en sont très loin encore, je pense. Mais moi, ce que je suis persuadé, c'est que l'intérêt d'un point de vue énergétique est en train va devenir beaucoup plus évident. Et je pense que Bitcoin arrive en Europe par cet aspect-là, avant l'aspect monétaire. Puisque la question monétaire, les gens
ils calculent moins, les problèmes sont moins évidents encore. Ouais, Même c'est si, ça, voilà, moins évident. ouais, c'est ça. Mais l'aspect, en fait, l'aspect énergétique, ouais, ça devient vraiment une vraie problématique. Ouais. Et c'est vrai que Bitcoin, voilà, ayant cette capacité, en fait, à combler les trous. Il est là, il comble les trous. Et lorsqu'il n'y a plus besoin que le trou soit comblé, voilà, il s'efface. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Voilà, c'est pas mal. c'est l'outil de flexibilité qui nous manque, hein, vraiment sur le réseau. C'est très rigolo de voir les experts énergétiques se demander quel outil de flexibilité, quelle flexibilité ils peuvent mettre en place, et toujours encore balayer d'un revers de la main le minage de Bitcoin, Ouais. alors que justement le minage de Bitcoin répond à énormément de points de leur cahier des charges, quoi, de ce qu'il leur faut comme outil de flexibilité. Mais bon, Ouais. ça va venir, c'est une Ouais. évidence. C'est que pour Mm. l'instant, ils sont plutôt dans un côté un peu idéologique que pratique et plus terre à terre, quoi. On a déjà classé Bitcoin dans une case, c'est un peu compliqué de Ouais, l'en c'est ça. sortir, quoi. Ouais, c'est de dire, de toute façon, ça sert à rien. Même Voilà, à la donc limite, on n'a même pas besoin. Te pose même pas la question à quoi ça sert. Nous, on te dit, le mineur, il va te payer tant, prends l'argent. ouais, c'est ça. Et puis, ceux qui veulent l'utiliser, bah, vont l'utiliser. Voilà, c'est ça. Mais ça, on Mais, va y venir. Ouais. mais du coup, avec tout ça, est-ce que tu penses qu'en France, j'ai l'impression que tu es plein d'espoir sur le fait qu'en France, on va y arriver à un moment donné. Est-ce que tu vois l'État français, parce qu'avec le coût de l'électricité en France, j'imagine mal un acteur privé se lancer dans le minage de Bitcoin en France pour le prix de Mm. l'électricité. Mais est-ce que l'État ou EDF, selon toi, pourrait se mettre à dire, bon, cette fois, on va essayer de tester cette solution-là? Bah, la France, Sébastien le dit souvent, et je le pense aussi simplement en regardant les chiffres, on est un des réseaux au monde qui bénéficierait le plus du minage de Bitcoin. C'est vraiment hallucinant, en fait, et tout ça, c'est lié, en fait, à notre héritage, énergétique, qu'on doit donc au plan Mesmer qui a été lancé dans les années 70, d'avoir une part de nucléaire très importante sur notre réseau, avec la volonté à l'époque d'avoir une souveraineté énergétique, d'avoir très peu de dépendance par rapport à d'autres. Et ce sont des thèmes qui reviennent quand même à la mode, heureusement. Et en fait, ce parc nucléaire était très surdimensionné. En fait, on a eu souvent cette problématique en France, même avant l'arrivée des ENR, de devoir moduler, ce qu'on appelle moduler à la baisse le nucléaire, lorsqu'il n'y avait pas de demande assez conséquente en face. Et maintenant qu'on a de plus en plus aussi parce qu'on a toujours ce nucléaire, on a des ambitions pour rajouter des réacteurs, ça prendra plusieurs années. Mais par contre, ce qu'on a comme ambition, c'est de continuer à installer des ENR sur le réseau. On a déjà installé beaucoup ces dernières années, et toujours cette ambition de continuer à en installer. En fait, quelque part, on a beaucoup trop de production d'électricité aujourd'hui par rapport à ce qu'on consomme. Mais c'est hallucinant l'écart. Voilà, pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, le nucléaire en France fonctionne avec ce qu'on appelle un facteur de charge de 67%. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Mais cette année, on sera à peu près à la même chose. Un parc nucléaire normal, on va dire. Dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, le parc nucléaire, il a un facteur de charge qui est supérieur à 90%. L'écart entre 67% de facteur de charge et plus de 90% de facteur de charge, c'est une production d'électricité qui n'est pas produite, en fait, là, en l'occurrence. Pour le moment, ce qu'on demande aux réacteurs, c'est ce qu'on dit de moduler à la baisse, c'est-à-dire de baisser leur production par rapport à tout ce qu'ils pourraient faire. Cet écart, là, on parle de 150 TWh. 150 TWh, c'est quoi? C'est la consommation d'un réseau Bitcoin. Voilà. La France, aujourd'hui, pourrait être le plus gros mineur de Bitcoin au monde. Après, ce que je viens de dire, ça demande quelques nuances. Il y a des petits points techniques. Là, je suis en train de préparer un 3e article là, pour le site de l'INBI sur la question, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, schématiquement, pour comprendre, c'est ça. Il y a le nucléaire a une capacité de production largement supérieure à ce qui est fait aujourd'hui. Et simplement, il ne produit pas parce qu'il n'y a pas la demande.
Et s'il y avait la demande, il y aurait une quantité d'électricité, donc c'est 150 TWh, mais donc ça coûte, le coût du combustible, on parlait tout à l'heure de 5 euros du mégawattheure, et avec des mineurs qui, eux, sont rentables en l'achetant 20 euros du mégawattheure. C'est-à-dire que là, sur 150 TWh, désolé pour les chiffres si les gens n'ont pas. Alors, je ne sais pas quand ça a coupé, mais. Tu parlais des. De la consommation, en fait, de la production, de toute la production qui n'est pas produite par les réacteurs alors qu'elle pourrait l'être. Et qui est gigantissime et donc qui équivaut à un réseau Bitcoin. Je ne sais pas si tu l'avais entendu, ça. Oui, ça, je l'ai entendu. Ouais, et que donc, ici, il y a en fait, il y a une valeur qui est pas, enfin, il y a une production potentielle qui n'est pas valorisée, qui est phénoménale. Parce que je ne sais pas si tu as entendu, mais donc je rappelais les ordres de grandeur. Produire 1 mégawattheure de nucléaire, ça coûte 5 euros, quoi, à peu près. Ouais. En vendant aux mineurs, ça pourrait en rapporter 20 euros à peu près. Okay, donc là, il y a un écart de 15. On parle de 15 euros par mégawattheure. Et là, on parle d'une quantité d'énergie qui est équivalente à donc 150 TWh, c'est-à-dire 150 milliers de mégawattheures. Voilà, faites le calcul. Ça fait beaucoup de zéros. Ça fait voilà, un effet de calcul sur un premier article là, qui a été publié sur le site de linbi.fr. Donc un peu plus de 4 milliards. Alors après, voilà, il y a des nuances à ajouter à tout ça parce qu'on a en France ce qu'on appelle on a des normes de sécurité qui sont différentes de celles aux États-Unis. On a des cycles du combustible qui sont différents. Donc, voilà, estimer que le parc nucléaire pourrait tourner à 90% de facteurs de charge, c'est très optimiste, ce serait sans doute moins. Mais ça donne un premier ordre de grandeur. Donc, comme je le disais, là, il y a un troisième article qui va sortir là, sur le site de l'INBI très prochainement sur ces questions-là, parce que je trouve ça passionnant. Mais il y a vraiment en France une capacité à inexploiter qui est phénoménale, qui est gigantissime. Et encore une fois, on serait vraiment un des pays qui bénéficierait le plus de mettre ça en place. Donc oui, je suis assez. Pour moi, c'est une évidence que ça va arriver. Et si ça peut arriver aujourd'hui plutôt que demain, tant mieux. Si ça peut arriver la semaine prochaine plutôt que dans 2 mois, tant mieux. Peu importe. Mais ça finira par arriver de toute manière parce que les incitations sont là, quoi. Et simplement, faut le temps d'expliquer les choses et un peu comment ça marche, mais on va y venir, c'est sûr. J'espère. Et en fait, moi, j'ai une question, on va dire, un peu peut-être naïve, mais les centrales, pourquoi elles ne sont pas déjà dimensionnées, en fait, pour être déjà à 90%, mais en ayant une puissance, en fait, qui est un peu plus adaptée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que tu disais, c'est que le parc, il peut produire plus. Ouais, mais il n'y a pas la... Il n'y a pas la consommation en fait en face, donc il a été surdimensionné. C'est pour des raisons techniques ou c'est qu'ils se sont trompés dans le dimensionnement du parc? Non, mais c'est comme en fait toutes les infrastructures électriques sont comme ça. Lorsque tu installes une centrale hydroélectrique, une centrale nucléaire ou quoi dans une zone, tu te projettes toujours pour répondre à la demande dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que tu vois, ton truc là, on a dit, ça coûte un bras, voire plus. Ouais. Tu vas pas construire quelque chose juste pour répondre à la demande maintenant. Et lorsque la demande augmente plus tard, faut que tu en reconstruises une autre. Ouais. Tu vois, faut que tu anticipes pour être déjà là. Donc en fait, ça c'est et c'est ce qu'on voit, un peu partout, quoi. C'est toujours le jeu de surdimensionner pour plus tard. Après, voilà, la problématique, c'est que tu tombes dans un cercle vicieux. Si tu n'as pas la conso qui suit plus tard, tu as cette problématique que dans le coup, le prix de l'électricité, le prix qui est vendu, est amené à s'envoler puisque tu dois en fait, le producteur doit se refaire la cerise, je le dis ça encore une fois, sur un nombre de clients qui est moindre. Donc c'est la problématique qui vient par la suite. Donc, il faut plus de
il faut plus de mangeurs de gâteaux. Il y a une image que j'ai entendue récemment, c'est Daniel Batten qui disait ça, j'aimais bien. C'est, voilà, si tu veux en France demain ouvrir plus de boulangeries, mais si tu as moins de gens qui mangent de pain, tu vas avoir un problème, tu vas pas y arriver. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Ou sinon, tu auras plein de pain que tu seras obligé de jeter. Mais si tu veux que les gens consomment plus de pain, et on en revient à l'idée de l'électrification des usages, on veut que la part d'électricité dans notre mix énergétique soit plus grande, donc tu veux que les gens consomment plus de pain, donc il faut que tu ouvres plus de boulangeries pour anticiper que le fait que les gens vont manger plus de pain. Mais s'ils ne mangent pas plus de pain tout de suite, eh ben, tu as l'effet vicieux Ouais. en fait, contraire qui s'amorce, que tu te retrouves avec un renchérissement du prix de l'électricité. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir un consommateur de première cour. Et nous, en France, on a cet intérêt qui est là, qui est flagrant. Donc ouais. Et qu'est-ce qui bloque en fait fondamentalement en fait c'est une incompréhension en fait du sujet, un manque de volonté politique, ou alors ils se disent que Bitcoin a tellement mauvaise presse que si celui qui prend le courage de faire ça, il va pas se faire élire, donc il va perdre des voix, donc personne n'y touche. Je pense qu'il y a de ça. Moi, je passe un petit peu de temps à aller troller sur LinkedIn surtout, parce que je trouve que c'est là qu'il y a pas mal d'ingénieurs, de gens qui s'intéressent aux questions énergétiques, etc. Et donc, souvent, en fait, la réponse, souvent, c'est ça, c'est oui, mais Bitcoin, ça sert à rien, ça sert à spéculer, et c'est pour les terroristes, et de toute façon, c'est mauvais. Donc, en fait, tout ça, c'est des années et des années de rabâchage médiatique qui font que, oui, forcément, si tu t'es pas intéressé à la question, ce que tu as dans ton imaginaire, tu n'as pas été vérifié, en fait, la source primaire de l'information. Ouais. Mais tout ce que tu as vu, c'est une à répétition pendant des années. Donc forcément, tu as cette image qui est là, qui est erronée. Mais de la même manière que lorsque la radio a été inventée, il y avait des unes de journaux pour dire que les ondes allaient nous faire bouillir le cerveau, tu vois. Et il a fallu en fait un petit peu de temps simplement pour accepter. De la même manière pour l'électricité. Les débuts de l'électricité, il y a des affiches, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais voilà, avec des gens qui s'électrocutent sur des fils comme ça, et où on se dit, bah voilà, l'électricité, c'est le mal absolu, quoi. Ça va nous pourrir la vie. Force est de constater, après plusieurs décennies, que personne s'en passerait aujourd'hui de l'électricité, ou quasiment personne. Donc, à mon avis, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps et de curiosité, et en fait de simplement de redire toujours ok, vous pensez ça de tel sujet, mais quelle est la source primaire? Et alors là, c'est le problème d'avoir du temps, parce qu'il faut du temps pour creuser le machin. Mais c'est ça. Donc, essayer de toujours revenir à ça, et ça va évoluer, quoi. Et du coup, pour favoriser cette évolution, est-ce que c'est l'un des buts de la création de l'INBI? Parce que là, Tout à fait. pour un peu les aider à comprendre. Ouais, alors ouais, après en toute humilité, hein, mais oui, en fait c'est le constat. Encore une fois, je te disais tout à l'heure, le constat qu'il y avait en fait assez peu de gens qui se consacraient uniquement à la question de Bitcoin en France, la question énergétique. Le constat aussi de voir qu'il y avait des initiatives de ce genre dans d'autres pays. Donc je pense aux États-Unis, il y a le Bitcoin Policy Institute, ça s'appelle le BPI, qui a été fondé, je crois que c'est 2021. Et donc je les ai suivis depuis leur début, et ils ont fait un gros travail en fait d'aller parler aux représentants républicains comme démocrates, pour expliquer simplement ce qu'était Bitcoin, l'intérêt que ça pouvait apporter. Et en fait, force est de constater que leur travail, je pense, a eu un effet, quoi, si tu veux, là-bas. Et donc, moi, le constat en France, c'était de me dire, donc je voyais ça là-bas, aux États-Unis, je voyais en Angleterre, il y a le même genre d'initiative, BP UK, Bitcoin Policy UK. Et de se dire, en France, il y a une association qui représente les acteurs de la crypto en France, d'accord, mais
c'est pas, mais il y a personne qui est là pour représenter, en fait, pour s'adresser aux Français, à leurs représentants, aux décideurs, sur ce qu'est Bitcoin et exclusivement Bitcoin. Et une des premières volontés, ambitions de l'Institut, c'est de dire clairement, voilà, qu'il y a une différence nette entre les cryptos en général et Bitcoin en particulier. Et ça, c'est un sujet qui est assez peu compris encore. Il y a sans doute des cryptos qui sont très intéressantes, hein, je dis pas, il y a sans doute des trucs. Moi, ça m'intéresse peu, mais c'est peut-être intéressant en effet de pouvoir tokeniser des actifs et être capable de se les échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est sans doute une avancée technologique. C'est même sûr que c'est une avancée technologique. Est-ce que c'est une révolution monétaire? Non. Est-ce que cette révolution monétaire, moi je pense que la révolution monétaire de Bitcoin, ça porte en elle les germes d'une révolution sociétale, d'une révolution environnementale, d'une révolution énergétique, pour toutes les raisons dont j'ai parlé et d'autres dont j'ai pas eu le temps. Mais on peut pas te parler de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et non, clairement, il y a aucune crypto qui porte en elle toutes ces germes et ces révolutions. Donc il y a vraiment deux mondes. Et parce que beaucoup de gens, en fait, lorsqu'on leur parle de Bitcoin, très souvent, on répond ah oui, mais il y a d'autres cryptos, je peux peut-être investir dans autre chose. Et donc c'est toujours en fait revenir à dire bon, déjà on parle pas d'investissement, je pense, on parle d'épargne. Alexandre dit ça souvent, et je me retrouve complètement dans cette phrase. Et il y a et voilà, donc il y a un monde, en fait, si tu veux, entre les deux, et c'est important juste de redire les termes, en fait. Quelle est la différence entre tout ça? Il y a une confusion qui est énorme. Il y a une confusion qui est énorme. Tu parles aux gens de Bitcoin, ils vont te répondre Trumpcoin, ou je ne sais plus comment il a appelé son même coin. Ouais, c'est ça. Et tu dis, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un Trumpcoin, on ne parle pas d'un réseau distribué de par le monde, sécurisé par l'énergie, distribué horizontalement, sans aucune autorité, tu vois, verticale. Enfin, Ouais. on n'est pas là-dedans. C'est ça, ça n'a strictement rien à voir. Moi, ça me fait penser à une anecdote de quelqu'un. J'étais avec un prospect, en tout cas, qui était bien, qui voulait mettre les paiements en Bitcoin dans son magasin. Et il y avait son collaborateur qui lui dit mais c'est une arnaque ces trucs. Moi j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui en a créé au Japon et qui est parti avec la caisse. Et du coup je lui demande et cette personne a créé quoi exactement? Il a dit mais il a créé du Bitcoin. Je sais pas ce que cette personne a créé, mais c'est sûr que c'est pas Bitcoin. Donc effectivement la clarification entre les cryptos et Bitcoin, elle est super importante. Moi, je fais partie des personnes qui se disent, effectivement, tout ce qui est tokenisation et tout ça, effectivement, ça a un intérêt, c'est autre chose. Mais c'est des projets d'entreprise, en fait. C'est des entreprises, en fait, qui innovent. Et Bitcoin, en fait, c'est complètement autre chose, en fait, qui n'a pas intérêt à être mis dans le même sac parce que même quand on parle à des autorités ou qu'on veut convaincre des gens du bien fondé de Bitcoin, en fait, la première des choses, c'est de faire cette distinction. Sinon, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça. C'est comme sur Internet, dire que deux sites étaient c'était la même chose, non. Pardon, il y a plusieurs sites différents pour des choses différentes. Et en l'occurrence, ici, on a vraiment un objet qui est assez différent du reste de l'écosystème. Oui, c'est clair. Et c'est commencer par ça, par définir les termes, quoi. Ouais. Donc, en effet, c'est une des ambitions de l'INBI, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'INBI, aujourd'hui, l'action de l'INBI s'adresse au grand public, élu, dirigé vers les entreprises. C'est tout le monde. C'est ça s'adresse aux Français, je te le dis, aux curieux, aux décideurs. Ça s'adresse un peu, en effet, ça s'adresse pas aux bitcoiners en tant que tel, si tu veux. C'est pas une association de défense des bitcoiners. On va pas aller demain demander
demander une 0% de taxe sur les gains en Bitcoin, même si à la limite, s'ils veulent le mettre en place, pourquoi pas. Mais ça ne va pas être notre cheval de bataille parce que c'est pas une association de défense des Bitcoiners, encore une fois, c'est une association de défense des... Alors, ça va sonner bizarre, mais en fait, c'est simplement une association de défense des Français. C'est-à-dire que moi, j'ai une conviction, c'est qu'en effet, où on comprend assez rapidement ce qu'est Bitcoin, et très bien, on monte dans le train, où on ne le comprend pas et on se fait rouler dessus. Et je préférerais qu'on le comprenne assez rapidement en France, parce que j'aimerais bien pouvoir y vivre dans quelques années, avec mes enfants, et l'opportunité d'y vivre s'ils le veulent. Si on le comprend plus tard, après tout le monde, ça me paraît compromis. Voilà. Donc après, je suis pragmatique, je n'irai pas couler avec le bateau. Mais voilà, aujourd'hui, en 2025, je pense qu'il y a quelque chose à faire en France. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'était ça, c'était l'INBI. Est-ce que j'en serai encore directeur dans 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera beaucoup plus pertinent que moi pour le faire à ce moment-là. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de voix, en effet, qui simplement qui prennent le temps en fait d'expliquer ce que c'est, qui prennent le temps d'expliquer calmement, si possible, et sans insulter surtout, ce que c'est. C'est toujours très tentant de dire à quelqu'un qui comprend pas, allez, à fun c'est une pour, et puis va te faire foutre, quoi. Voilà, c'est Sauf ça. que, sauf que ouais, je suis pas convaincu qu'on convainque grand monde en fait en tenant ce genre de discours. Je crois qu'au contraire, on passe un peu pour des fous du bus. Et donc, faut essayer, à mon avis, de faire un peu de méditation. C'est voilà, calmement. Je pense que c'est inexorable, on va y arriver, donc cool. Et si on peut le faire y arriver un jour plus tôt, tant mieux. Et à mon avis, ça arrivera un jour plus tôt, pas par les insultes, mais simplement par expliquer, en fait, inlassablement, qu'est-ce que c'est, les enjeux qui se jouent, etc. Ouais, parce qu'il y a des Voilà. gros enjeux, il y a des gros enjeux, et donc faut prendre un thé à la camomille, se détendre et expliquer. C'est ça, exactement. C'est ça. Même si c'est vrai que des fois, c'est très tentant. Mais ça, c'est pas très productif, je pense. C'est contre-productif. Et du Ouais. coup, quels sont tout à l'heure, tu parlais d'articles et tout ça. Donc, quels sont les premiers Ouais. projets? Est-ce qu'il y a des événements en fait qui vont être organisés, ou c'est plutôt des rencontres en fait vers des personnalités? Quels sont les événements à venir? C'est quoi le calendrier? Ouais. Là, donc l'INBI, on lance une chaîne YouTube. Donc Alexandre qui mène des entretiens avec voilà, plusieurs invités. On a le premier qui doit sortir demain. Donc c'était Daniel Batten qui était invité pour ce premier épisode. Daniel Batten, c'est un environnementaliste néo-zélandais. Donc Ouais, je quelqu'un qui suis beaucoup travaille dans aussi. la... Ouais, tu vois, tu suis beaucoup. Ouais, C'est je quelqu'un qui suis. travaille dans ce qu'on appelle le milieu de en fait, ouais, un investisseur, que ça soit dans les green tech, alors dans tout ce qui pourrait nous permettre de décarboner nos sociétés. Et c'est quelqu'un donc qui a rencontré Bitcoin en 2022 ou 2021, enfin par là. Et en fait, qui a fait le constat que Bitcoin, c'était le feu. et donc lui, voilà, il y a ce premier entretien qui sort avec Daniel Batten. Il y a un deuxième entretien avec Kenji Tatewa qui devrait sortir dans 2 semaines. Donc lui qui est un ingénieur nucléaire japonais qui est à l'origine du projet chez TEPCO de miner sur les excédents d'énergie renouvelable au Japon. Donc voilà, il y a Lynn Alden aussi, donc, qui est l'autrice du livre Broken Money. Oui. Donc le livre est ici. C'est ici. Je le montre. Oui, Je le t'as montre, je le raison. montre. T'as raison. Ouais. Et donc Alexandre a fait un entretien avec Lynn, donc il va sortir aussi après. Donc voilà, il y a cette chaîne parce que les podcasts, c'est aussi une façon voilà, les gens en consomment de plus en plus. Ouais. Donc c'est aussi une façon d'atteindre, d'élargir le public. On l'espère en tout cas, de ne pas être cantonné au milieu des bitcoiners à des gens déjà convaincus. C'est toujours la problématique.
Et puis, donc il y a ça, il y a toujours la production de contenu sur le site de l'INBI. Très prochainement, là, on va avoir un graphique quotidien qui va sortir, qui va montrer en fait, très concrètement, l'écart entre, bon, ça va être un peu technique, mais très rapidement, entre le coefficient de disponibilité des réacteurs nucléaires, ce qu'on appelle le KD, et donc c'est-à-dire les réacteurs qui sont aujourd'hui sur le réseau capables de produire, donc on enlève tous ceux qui sont en maintenance, on parle que de ceux-là, et la production réelle. Et donc tous les jours, on va produire là sur le site un graphique qui va montrer donc avec un pas de temps d'1 heure, donc heure par heure, cet écart entre la production des réacteurs nucléaires et la production potentielle qui aurait pu être faite, donc d'un point de vue au niveau quotidien. Donc stay tuned, voilà, viens voir le site, venez voir le site. Et vous pouvez nous suivre sur X, c'est @BitcoinPolicyFR sur X. C'était encore l'époque où on n'était pas sûr comment on allait s'appeler. Donc voilà, c'est Bitcoin Policy FR sur X et sur LinkedIn, Institut National de Bitcoin. Je mettrai voilà. Les liens en description de la vidéo. C'est très, 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 très important. Merci. On arrive vers la fin. On a largement dépassé le temps, mais c'était. Ah oui, 1h30, ça passe vite. Voilà, ça passe vite. Tout à l'heure, j'avais pas prévu cette question, mais je me dis c'est important de rebondir dessus. Quelle différence tu fais entre investissement et épargne? Parce qu'effectivement, il me semble que c'est un des fondamentaux quand on commence à acheter du Bitcoin, on va dire, ouais, c'est ça. Pour conserver son pouvoir d'achat. Donc, quelle est la différence fondamentale que tu fais entre les deux? Ouais, c'est ça. En fait, je crois que tu viens un peu de le dire. C'est ça, c'est donc l'épargne, c'est la conservation simplement de son pouvoir d'achat. Enfin, c'est comme ça que je l'envisage. Alors que l'investissement, on va espérer donc avoir un retour, si tu veux, avoir un retour sur investissement, donc yield, quoi. Et donc, c'est créer plus de valeur. Épargner en Bitcoin, aujourd'hui, avec combien est-ce qu'on peut acheter avec 100 balles? C'est quoi? C'est 10 000 sats? Je pense que ça doit être ça. Ouais, aujourd'hui, avec 100 euros, ouais, c'est ça. Avec 100 euros, on peut donc acquérir 10 000 satoshi. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces 10 000 satoshi, quoi qu'il arrive, ça restera le même pourcentage de la masse monétaire globale de Bitcoin. Donc, c'est simplement ça. On va pas, ces 10 000 satoshi, après-demain, ils vaudront toujours 10 000 satoshi. Et dans 10 ans aussi, 10 000 satoshi égale 10 000 satoshi. Par contre, l'investissement, c'est prendre ces 10 000 satoshi, aller investir dans je ne sais pas quelle société et espérer dans 10 ans avoir plus de 10 000 satoshi. Voilà. Et bon courage pour trouver un investissement qui permette ça. Aujourd'hui, il y en a très peu. Mais donc voilà, ouais, pour moi, la différence entre épargne et investissement. Et aujourd'hui, là où on en est de l'adoption de Bitcoin, en fait, l'épargne en Bitcoin, c'est beaucoup plus facile que d'investir dans quelque chose où on espère avoir plus de Bitcoin demain, quoi. Il y a très très peu de choses qui permettent ça. Voilà. Ça sera peut-être sans doute pas toujours le cas, voilà, lorsqu'on arrivera à une phase d'adoption suffisante, conséquente de Bitcoin, à ce moment-là, ça changera. Aujourd'hui, je pense pas qu'on y soit. Ouais, aujourd'hui, on est plus dans de l'épargne. Et puis, c'est un enjeu qui est très, très important de conserver son pouvoir d'achat, vu la vitesse à laquelle l'inflation en fait, monétaire avance. C'est ça. Et il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres. Hein. C'est vrai que nous c'est compliqué. Mais alors, si on regarde, voilà, j'ai un talk ce soir avec des gens de RDC à Goma. Voilà, c'est pas la même histoire, quoi. C'est clair. En fait, moi, en tout cas, quand je prends ma casquette africaine, je comprends très vite en fait l'intérêt de Bitcoin. Et ça fait aussi que je peux comprendre que certains en Occident
parce que c'est pas tout à fait palpable, en fait. C'est pas autant visible, en fait, les problématiques monétaires. Donc, je me dis, ok. Mais c'est vrai que, bah, surtout, je ne sais pas si tu connais un peu la zone CFA avec des monnaies comme le franc CFA qui sont complètement enclavées, ou des zones où l'inflation, en fait, c'est vraiment à du 10% enfin, c'est des taux horribles. Tout de suite, on comprend, en fait, l'intérêt on va dire, d'une alternative telle que Bitcoin, quoi. Hors de la partie spéculative qu'il peut y avoir, quoi. Ah bah c'est clair. Ah ouais, non, j'avais un collègue du Venezuela, le Bitcoin, il avait compris, hein, il n'y avait pas de problème. C'est facile à comprendre. Mais mes collègues du Pays de la Loire, c'était différent, quoi. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Voilà. Et si on se projette en 2030, Ouais, comment tu vois l'adoption de Bitcoin? Voilà, boule de cristal. Supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est tout. C'est ça. Je pense que si je me projette en 2030, parce que pour en revenir au problème dont on parlait à la base, voilà, 2030, je pense que la dette dans le monde a encore grimpé, tout simplement. On le voit là aux États-Unis. Musk, qui était censé arriver donc à la tête du Dodge pour résoudre ce problème des déficits, bah, il est reparti, quoi. On est face à quelque chose qui est inarrêtable. On est sur des niveaux d'endettement maintenant qui sont tels qu'en fait, il y a la seule solution pour les États par rapport à ça, c'est ou le défaut pur et simple, ou un défaut à petit feu par l'inflation, en fait, par la hausse de la masse monétaire. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est pas, voilà, c'est très peu souhaitable, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place pour les dirigeants. Ce genre de choses à petit feu, plutôt qu'un défaut brut. Donc l'inflation de la masse monétaire, c'est un défaut aussi, hein, c'est faire défaut sur les gens quelque part, mais c'est moins visible. Et donc, moi, à mon avis, d'ici 2030, on est dans une situation par rapport à ça qui est encore pire. Et donc, comme le problème ne fait qu'empirer, je pense que la solution Bitcoin, elle devient de plus en plus évidente. Parce que donc Lyn Alden qui dit souvent, elle a popularisé ce mème qui dit « Nothing stop this train ». This train, ouais. En fait, elle dit aussi, et j'aime bien, c'est que oui, « Nothing stop this train, but you don't have to be on this train ». Tu vois ? Vous n'êtes pas obligé d'y rester dans ce train. Donc, c'est ça, à mon avis, il y a de plus en plus de gens d'ici 2030 qui comprennent que le train va dans le mur et qu'il est temps de sortir. De sauter par la fenêtre. C'est ça. Donc, c'est pas très optimiste, mais heureusement, il y a quand même, on a quand même cette porte de sortie qui est là. Et donc, à mon avis, on va sur des années compliquées. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, heureusement, il y a quand même une alternative qui est là. Je pense que c'est aussi à chacun de prendre le temps, parce que c'est des sujets importants, comme on le disait, donc de prendre le temps de s'intéresser et de voir ce qu'ils peuvent en faire. Parce que, effectivement, voilà, les enjeux sont importants pour nous, pour nos enfants. C'est ça. Et peut-être pour conclure, parce que j'avais commencé l'entretien en parlant de Neel Kashkari en 2020 qui disait voilà, on a une réserve infinie de monnaie à la Banque centrale. Ouais. Et j'ai complètement oublié de te faire montrer les images au fur et à mesure de l'entretien, mais il y a une autre image de Neel Kashkari dans les images que je t'avais envoyées. C'est la deuxième. L'autre, c'est celle-ci. Alors ça, c'est pas lui qui a dit ça, mais ce sont deux employés de la fête de Minneapolis qui ont écrit ça. Alors ils l'ont écrit en anglais, moi je l'ai traduit. Ils ont écrit ça dans un rapport qui est sorti en octobre ou novembre 2024, donc là il y a moins d'un an, et où ils disaient les gouvernements peuvent maintenir des déficits permanents si les consommateurs ne s'en aperçoivent pas et n'adoptent pas de nouvelles monnaies comme le Bitcoin. Donc voilà. Voilà.
Tout est dit. Et c'était extraordinaire quand ils ont sorti ça, parce que tu leur dis, mais normalement, les gars, enfin, ceux qui s'intéressent au sujet le savent, mais logiquement, vous n'êtes pas censé le dire. Oui, c'est ça. Mais maintenant, ils le disent. Donc, ils commencent à comprendre aussi que Ah oui. ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est étonnant en fait qu'ils osent en fait le dire. C'est comme si ça les avait un peu excédés et que c'est sorti comme ça, quoi. Parce que d'habitude, ils sont pas les premiers en fait pour défendre Bitcoin. Ouais. Et ça, c'était avant l'élection de Trump. Bon, la De Fed, Trump. logiquement, est indépendante. Mm. Mais ouais. Mais ouais. Donc, voilà. Je trouve que c'est Voilà. peut-être, pour boucler la boucle, c'est peut-être pas mal de finir sur Neil C'est Kashkari de la fête de Minneapolis. c'est clair, ça résume tout. En tout cas, merci beaucoup, Bastien. Une dernière chose avant que tu partes. Tu avais montré un livre. Qu'est-ce que tu conseilles en fait comme ressource pour quelqu'un qui nous a écoutés pendant une Ouais. heure quarante et qui se dit effectivement, il y a peut-être quelque chose, je vais peut-être m'intéresser à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu donnes comme point d'entrée? Bah, écoute, je vais tendre. Il est à côté de moi, je vais le montrer. Rupture monétaire, donc de Lynn Alden. Pourquoi notre système monétaire est défaillant et comment l'améliorer. Donc, un livre qu'elle a écrit, qui est sorti fin 2023 et qu'on vient de traduire là. Donc, je viens de traduire avec l'aide aussi de Ludovic Lars et avec d'autres personnes également. Donc aux éditions Consensus Network, qui est un petit pavé, mais qui est un livre voilà, en 6 parties et qui s'intéresse à l'histoire de la monnaie sous le prisme de la technologie. Donc comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, pourquoi c'était quelque part inéluctable, c'était une suite logique d'événements, et qu'est-ce que Bitcoin vient résoudre. Donc je pense que ouais, ce livre, moi j'ai vécu avec ce livre là parce que je l'ai traduit pendant plus d'1 an, et je crois que j'ai pas fini de vivre avec parce que je reviens souvent à des chapitres et puis il y a 450 références dedans. J'en ai rajouté moi une petite trentaine des références françaises, vingtaine, trentaine, ouais. Donc voilà, c'est un livre, c'est pas un livre académique, mais ça se veut quand même académique. Je veux dire pas académique dans le sens où c'est très accessible, mais en même temps voilà, ça se base sur 450. Je te dis, il y a 450 références et c'est un livre qui apporte voilà un vrai plus, je pense, sur la réflexion par rapport à la monnaie et à Bitcoin. Donc je recommanderais celui-ci. Merci beaucoup. Je serai la première à suivre ta recommandation. Avec plaisir, Elodie. Merci pour l'échange et l'invitation. Bah, merci à toi, c'était très intéressant, très instructif. Et bah, je te remercie déjà pour être venu, mais aussi pour tout le travail que tu fais avec Lingui. C'est important on ait des ressources, qu'on ait aussi des informations pour pouvoir mieux comprendre le sujet, avancer dans sa compréhension, et puis surtout, en fait, pouvoir être un relais aussi pour nos familles, nos amis. Parce que comme tu le disais, bah, on est dans notre pays, on aime notre pays, on a envie de vivre là tout le temps, on n'a pas envie d'être obligé de fuir parce que ça devient trop compliqué. Donc, c'est un travail important. Merci beaucoup, Bastien, et à la prochaine. Merci, Elodie. À la prochaine. Salut. Salut.